retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission C'est le week-end. Nous célébrons le 2 avril la journée internationale du livre pour enfants, l'occasion pour nous de mettre en avant un nouveau projet, celui du club de lecture Jeunesse Algérie qui engage plusieurs partenaires tels que des maisons d'édition et Unipresse. Nous avons d'ailleurs le plaisir de recevoir l'une de ses responsables qui viendra nous parler et nous présenter le projet. Et puis en parlant de projet fraîchement mis sur pied, il sera question aussi du centre Wahil pour enfants différents spécialisés dans la prise en charge multidisciplinaire des enfants autistes et en difficulté, un sujet d'actualité puisque nous sommes à quelques jours seulement de la journée mondiale de la sensibilisation sur l'autisme. Mais d'abord, nous allons revenir sur un événement qui a pris fin le 27 de ce mois. Il est question donc de la 7e édition du Salon national de l'emploi Salem qui a réuni plus de 500 exposants et dont plutôt 300 startups. Retour sur l'événement avec ce sujet de Nejma Harch. À tout de suite. Le Salem 2018 ouvre grand ses portes au public. Une particularité pour la 7e édition de cet événement, la participation des jeunes entrepreneurs issus de l'immigration. J'avais une petite entreprise en France, toujours dans l'industrie. Après, j'ai décidé de rentrer chez moi ici en Algérie, de m'investir chez moi par rapport à, premièrement, c'est mon pays. Deuxièmement, c'est par rapport à les avantages. Je souligne aussi les efforts de notre État algérien. Elle nous encourage et j'encourage de ma part tous les citoyens algériens établis à l'étranger de rentrer ici en Algérie. Désormais, les jeunes porteurs de projets innovants établis à l'étranger peuvent bénéficier des mêmes mesures avantageuses d'entrepreneuriat au même titre que les entrepreneurs résidant en Algérie. La nouveauté de cette année pour ce salon, la participation d'environ 80 entreprises créées par des jeunes immigrés. Ils sont revenus au pays car ils ont été attirés par les procédures avantageuses d'entrepreneuriat mises en place dans le cadre des différents dispositifs de soutien à la création d'entreprises. Ces jeunes bénéficient donc des mêmes avantages fiscaux au même titre que les entrepreneurs résidant en Algérie. Pour ce qui est du financement, le porteur de projet établi à l'étranger doit financer lui-même l'apport initial en devises. Et pour ce faire, les banques algériennes ont commencé à ouvrir des filières en Europe, notamment en France, en vue de faciliter les transactions bancaires. Placé sous le thème Start-up, la réussite par l'innovation, ce salon se veut un intermédiaire direct entre les recruteurs et les demandeurs d'emploi, mais aussi entre les entrepreneurs et les porteurs de projets. Réfléchissez à votre projet, mûrissez le projet, explorez le marché dans lequel vous voulez vous investir et ensuite lancez-vous. Il ne suffit pas juste de créer une société avec le financement. Certes, ça paraît entre guillemets facile de passer à l'enseigne, d'avoir un projet qui est certes crédible, mais si demain vous n'avez pas les débouchés, il ne faut pas oublier qu'il y a un crédit derrière. On a des responsabilités à assumer en tant que gérant ou créateur d'une société si c'est dans le cas en nom propre. En marge de ce salon, une convention a été signée entre le secteur bancaire et la Caisse nationale de la sécurité sociale en vue d'alléger les procédures administratives et faciliter les démarches d'entrepreneuriat. Donc, qui avait pour but de soutenir les jeunes talents dans la création de solutions innovantes. Nous avons voulu faire le constat de cette manifestation en conviant quelques participants et des exemples de réussite aussi dans divers domaines tels que la fabrication des photos voltaïques, panneaux solaires, représentés aujourd'hui par Monsieur Iftini Zakaria. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Les solutions informatiques pour public et entreprises représentées par Monsieur Azirou Yassine. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis, le domaine de l'automobile et de l'environnement. Alors, ça paraît un peu compliqué, mais justement, Monsieur Rafiq Bouhlel est là pour nous expliquer, pour nous dire exactement de quoi il s'agit. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, avant de
parler de vos entreprises respectives, j'aimerais d'abord revenir avec vous sur votre participation au salon. Quelques constats pouvez-vous faire aujourd'hui, sachant que vous étiez 7 jours sur 7 présents à l'événement. Et aujourd'hui, donc, que peut-on en tirer? Que peut-on dire sur ce salon, la 7e édition de l'emploi national? Alors pour ce salon, c'était un événement d'une ampleur nationale, très médiatisé, très choyé par les membres du gouvernement qui se sont présentés chaque jour, mis à part peut-être le vendredi, mais tous les jours on avait des ministres qui étaient sur place pour prendre la température et savoir ce qui s'est passé ou pas. Donc pour dire en quelques chiffres, le salon de cette année, c'est pas moins de 80 partenariats entre les micro-entreprises sur le salon, dont je représente déjà, juste avec mon entreprise, 6 contrats, donc avec des micro-entreprises. Donc pour vous, ça a été bénéfique. Absolument. Alors moi, c'est encore au-delà de ça, c'est pour moi une nécessité. Et j'ai voulu montrer à travers mon aventure Carbon Green en Algérie de pouvoir compter sur les micro-entreprises entre nous de manière à ce qu'on sous-traite entre nous et de pouvoir montrer ce que peut faire un groupement de jeunes petites startups au service de la PME ou des grandes entreprises. Très bien. Monsieur Azirou, vous avez également participé à ce salon. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette participation et sur le salon, le déroulement du salon en général? Pour commencer, donc on vous remercie pour l'invitation. Et puis donc c'est un peu spécial par rapport à moi, c'est la 3e participation. Donc vous êtes un habitué. Oui, moi, c'est la 3e participation. Donc on a participé en 2015 et on a eu une autre édition en 2016 et celle-là donc 2018. Sincèrement, donc, comme vient de le dire mon collègue, mon confrère Rafek, donc ça nous a permis aussi de nous connaître entre nous déjà. Nous, issus des dispositifs un peu spéciaux CNAC, ONSEG et ONGM. Donc, et à partir de là, il y a eu pas mal de contacts et on va dire de partenariats. Donc, il y a eu des contrats qui ont été signés entre des micro-entreprises issues de ces dispositifs. Et puis, ça nous a permis aussi de connaître un peu la diversité de services. Moi, je suis dans les services informatiques. Effectivement, on est dans les solutions informatiques et ça m'a permis de connaître pas mal de gens qui peuvent être qui peuvent nous apporter un complément par rapport à ce qu'on offre comme service aux entreprises. Donc des fois on fait appel à des étrangers, sincèrement, et là on a trouvé des jeunes qui sont là, qui peuvent faire la même chose, voire mieux. Oui, ils ont le savoir-faire. Et puis, pour moi, je parle uniquement pour moi, par rapport à mon expérience, ça a été vraiment une très belle expérience et une très bonne expérience pour moi. Très bien. Voilà. Monsieur Issini. Alors, pour ma part, c'était ma première participation. Et je tiens à profiter de l'occasion également pour remercier les gens qui ont organisé ce salon. C'est vrai que ça a été très bénéfique pour nous de pouvoir rencontrer d'autres entrepreneurs, d'autres personnes qui sont pas forcément dans le même domaine que nous, mais qui ont de l'ambition, l'envie de travailler et l'envie de réussir surtout. Ça nous a permis également d'avoir d'autres idées peut-être pour prospérer et faire évoluer nos sociétés dans d'autres domaines. Alors vous êtes spécialiste dans la fabrication des photovoltaïques. Alors désolé, je fais du montage, pas de fabrication. Je fais de l'installation chez les gens. Il y a une différence. Vous ramenez les... Expliquez-nous un petit peu comment ça va. Donc nous en fait on fait les études et la réalisation des installations chez les particuliers ou les administrations. La fabrication c'est une catégorie totalement à part. Donc je ne suis pas dans ce domaine-là. On va chez le client, on recueille ses besoins et à partir des... Vos clients sont qui, par exemple? Vous ciblez notre clientèle, on cible principalement actuellement les administrations, les industriels qui sont appelés à faire un effort citoyen, je vais dire, pour développer les énergies renouvelables, puisque ça représente un investissement, un coût que le particulier ne peut forcément pas utiliser, surtout que l'électricité est encore subventionnée dans notre pays. D'accord. Monsieur Azirou, non, pas Monsieur Boulel, vous faites aussi... alors vous êtes beaucoup plus dans l'automobile et l'environnement. Ça pourrait avoir une petite relation, mais je préfère vous laisser nous expliquer exactement. Alors d'autant plus que je suis retour d'immigration, donc en fait le retour en Algérie c'était un choix volontaire où j'ai conçu ce projet à la base. Vous avez fait vos études à l'étranger ou Non, à Kharouba, à Alger, donc j'ai 40 ans aujourd'hui. Je suis parti 15 ans et je suis revenu. Je suis un spécialiste dans le développement des franchises et des réseaux et j'ai une quinzaine d'années d'expérience dans l'automobile, dans le SAV. Donc il y avait à l'époque
en 2015, en décembre 2015, la COP 21, donc qui représente les 159 chefs d'État qui s'est réunis et qui s'est faite à Paris, dont l'Algérie faisait partie de cette délégation, et avec des engagements forts du pays concernant la réduction de la pollution sous toutes ses formes, atmosphérique, marine et terrestre. Donc, étant à l'époque cadre supérieur dans un grand groupe de services après-vente automobile, il y avait la nouvelle technique de la dépollution des moteurs. Et à travers cette technique, moi j'ai conçu un centre de profit sur mesure pour le pays. Pourquoi? Parce que c'était faisable grâce à la gestion intelligente des contrôles techniques. Pour vous donner un exemple très précis en termes de chiffres, la France c'est 6 000 contrôles techniques. L'Italie c'est 7 200 contrôles techniques. L'Allemagne c'est 14 000 contrôles techniques. En Algérie c'est 360 à peu près. Donc un réseau ne doit pas dépasser 500 points de service à travers le pays. Et j'ai monté un centre de profit sur mesure en intégrant la mesure de pollution, le transfert des statistiques de manière très fluide informatiquement sur des bases cloud ouvertes au ministère de l'Environnement et au ministère des Transports pour qu'ils puissent croiser l'information de la pollution et de cibler 20% de véhicules polluants en Algérie, d'après l'OMS, qui représente pas moins de 1,6 million de véhicules chaque jour à travers le pays qui polluent malheureusement, et d'agir sur ce type de problème. Pourquoi? Parce qu'on économise aux clients le changement de pièces coûteuses. Ça, le premier bénéficiaire, c'est le client. Le deuxième bénéficiaire, c'est l'État. Pourquoi? Parce qu'il a un centre de profit sur mesure qui n'existe nulle part ailleurs, qui peut avoir la mesure de performance de chaque centre de profit. Et troisième des choses, c'est l'objectif de créer 1400 emplois directs dans 1000 productifs. Donc, on parle de techniciens qui sortent directement et fraîchement des instituts de formation. Et surtout, pour finir, montrer qu'au lieu d'acheter des franchises à l'international, qui nous coûtent les yeux de la tête et on transfère des royalties pour acquérir ce savoir, j'ai fait de Carbon Green une marque algérienne inscrite à l'INAPI avec les droits algériens, que j'ai déjà commencé la procédure d'export. Donc j'ai inscrit la marque en France. Je l'ai annoncé sur le plateau de Diasporama, ça fait de ça à peu près un mois. Donc de dire, on peut créer au-delà du service, au-delà de la production, des marques qui regroupent tout un ensemble. Et on devient nous-mêmes exportateurs Absolument, et ça nous rapporte des devises en exportant un concept commercial qui a vu jour en Algérie. Très bien, je vais profiter de votre intervention pour vous poser la question, quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées à monter votre projet? Les difficultés... D'abord, depuis quand votre entreprise existe? Alors, je suis rentré en Algérie le 4 octobre 2015. Donc, ça fait exactement 2 ans et demi que je suis en Algérie, sachant que Et l'entreprise existe depuis? Depuis 2 ans. Donc, sachant que au-delà de ça, c'est que le domaine d'activité était inexistant. Donc, il n'y avait aucune réglementation. J'ai fait toutes les procédures et auprès du CNRC, du ministère du Commerce. Et la difficulté résidait réellement pour vous? Pas du tout, parce que je peux, papier à l'appui et documents à l'appui, l'activité a été créée au bout de 5-6 mois. Donc, mon retour a été bénéfique dans le sens où j'ai mis mon projet en place et surtout où j'ai créé un domaine d'activité économique. Pour moi, c'est un énorme pas d'investir dans mon pays et surtout de créer de la plus-value. Et c'était pour moi tout à fait naturel de me présenter vers l'Agence nationale de soutien à l'emploi, à ANSEJ, pour proposer ce projet. À l'époque, c'était un rendez-vous de ce qu'il y a de plus normal et un accueil de ce qu'il y a de plus normal. Et votre discours justement encouragerait peut-être les jeunes qui nous regardent, qui sont établis à l'étranger et qui aimeraient revenir pour les chiffres parlent réaliser leur projet. Sur le salon, il y avait 60 exposants issus de la diaspora, 50 ANSEJ, 10 CNAC. Donc ceux-là qui sont déjà en rentrée, qui proposent leurs produits et surtout qui montrent que quand une entreprise est qualitative et qu'elle est bien gérée, elle peut créer de la plus-value et surtout montrer à travers ce salon où j'ai présenté aussi une deuxième franchise. Et là, je me suis basé sur des entreprises qui ne marchent pas. Donc, c'est les food trucks Algérie que j'ai présenté à l'occasion de ce salon qui va regrouper tous les fast-food ambulants uniquement réservé pour les gens de ANSEJ et CNAC.
de les standardiser, de les uniformiser et de faire une spécificité que tous les fournisseurs, pain, viande, EPI, etc., seront uniquement des producteurs Enseigne et Knack. Et on a présenté le premier prototype au salon et j'en profite pour remercier tous les sociétés Enseigne et Knack qui ont participé gratuitement à la mise à niveau de ce camion. Et on l'a présenté aux différents ministres qui nous ont rendu visite et qui nous ont donné même le parrainage parce qu'en fin de compte, il y a 540 camions. Je vous donne en 30 secondes l'étendue. 540 camions qui pour la plupart souffrent d'une concurrence extrêmement difficile. On peut créer 2 emplois par camion. On est sur une création de 1080 emplois, 540 chefs d'entreprise structurés. Et quand on connaît qu'une entreprise, une start-up d'un chef d'entreprise et de 2 salariés paye en moyenne par an 74 000 dinars de revenus fiscaux et parafiscaux. Donc multipliez ça par 540 et multipliez-le par 500 000 entreprises qui existent déjà. Donc c'est une manne qui est estimée à 3 712 milliards de centimes de revenus fiscaux et parafiscaux à l'État. C'est vous qui êtes fiscal à citer tous ces chiffres-là. Ouais, c'est économiste de formation. Vous retenez en plus. Voilà, non, parce que je suis économiste de formation. C'est excellent, ça s'entend en tout cas. Monsieur Azirou, vous, c'est beaucoup plus dans le domaine informatique. Enfin, on est plus dans le domaine d'intégration de solutions informatiques. Public, enfin, on est plus... Expliquez-nous un petit peu votre travail. Depuis quand votre entreprise pour commencer, donc l'aventure elle a commencé en 2011. Donc j'ai déposé mon dossier au niveau de l'Enseigne pour avoir, pour adhérer à ce dispositif et créer ma propre entreprise. Donc ça a commencé en 2011 et l'entreprise a vu le jour en 2012, donc le 5 janvier 2012. Depuis, quand j'ai commencé seul. Aujourd'hui, l'entreprise elle compte avec ma personne, 9 personnes. Donc, on est 9 personnes qui sont à plein temps, qui travaillent au niveau de GNS, de l'entreprise. Et bon, l'aventure, elle a commencé le plus normalement possible. C'était après le... Pas de difficultés à signaler, pas de... Enfin, j'ai eu quand même quelques petites difficultés du côté administratif, mais bon, c'était... Est-ce que la mise sur pied d'un tel projet vous a pris beaucoup de temps ? Ça m'a pris 8 mois. Donc 8 mois pour commencer. Et quand on monte une entreprise, c'est beaucoup ? Quand même, c'est assez, parce que 8 mois à courir juste pour côté administratif, donc ça a été un tout petit peu lourd, mais bon, ça s'est allégé après l'annonce des dispositifs pris par Monsieur le Président de la République, donc qui a allégé, qui a demandé au ministère de la tutelle de faciliter un peu côté administratif. Et à partir de là, donc ça a été l'aventure, elle a commencé. On existe depuis 2012 et à ce jour, donc je dirais que ça se passe plutôt bien. Ça se passe vraiment. Alhamdoulilah. J'imagine que ce genre de salon et ce genre de manifestation, vous êtes beaucoup dans votre heureusement, dans votre travail. Sinon je n'aurais pas participé 3 fois de suite. Donc à chaque fois, on a de nouveaux contacts. Et puis comme il l'a cité tout à l'heure, donc il y a pas mal d'administrations. Enfin, je dirais, moi je suis dédié aux entreprises, donc je ne travaille pas avec le public. Je travaille uniquement avec les entreprises. Il y a pas mal de gens qui viennent pour ces salons-là et essayer de trouver de la plus-value par rapport aux entreprises algériennes. Et c'est à nous de donner un peu, de promouvoir un peu nos entreprises et de dire voilà, on est là, on existe, on sait faire. On sait faire, on n'a pas... On n'a rien à envier aux autres. Il y a des contrats qui sont signés à l'étranger. Récemment, on a remplacé une entreprise qui était... je ne vais pas citer le nom des entreprises, mais une entreprise qui intervenait, c'est une entreprise étrangère qui faisait du service ici en Algérie. Donc, c'est des devises qui partaient à l'étranger. Et ils nous ont fait confiance, cette entreprise. Et aujourd'hui, c'est la 2e année qu'on signe un contrat avec eux. Donc, quand même... Pour dire que voilà, ça... heureusement. C'est que ce qui est bien aussi pour vous et pour l'ensemble des gens qui travaillent comme vous, vous trouvez motivation à votre travail. C'est-à-dire que vous êtes encouragé, on vous fait confiance et c'est de là que vous pouvez avancer. Quand vous venez de l'étranger... Avant, j'aimerais revenir avec Monsieur Iftini. Je terminerai avec vous. Alors, votre entreprise existe depuis combien de temps ? L'entreprise, elle a été créée en juillet dernier.
D'accord, elle est vraiment fraîchement. Elle est vraiment toute récente, justement. Vous avez 3 entreprises à différents niveaux de leur évolution. Donc c'est vraiment une toute jeune entreprise qui est dans un domaine d'activité qui est très récent également en Algérie. Très nouveau ici. Voilà, nous avons beaucoup de travail, c'est plus de la sensibilisation et de la vulgarisation principalement. Donc on doit démarcher les gens, leur expliquer l'intérêt. Pas forcément économique actuellement pour les sociétés, mais plus citoyen. Parce qu'en allant dans les énergies renouvelables, on aide forcément l'environnement, mais également on participe à son échelle à aider les finances de l'État. Comme en tant qu'entreprise, on bénéficie d'aide de l'État en utilisant de l'électricité qu'on produit nous-mêmes, qui du coup n'est pas subventionnée. Pour chaque kilowattheure que nous consommons, l'État économise l'équivalent de 2 autres kilowattheures, vu qu'elle subventionne quasiment 2/3 de l'électricité. Donc c'est vraiment être engagé, une société citoyenne, voilà. Plus que, on ne fait pas du solaire pour gagner de l'argent quand on est une entreprise actuellement, mais plus pour s'engager pour l'environnement et pour le futur. Mais ça va venir l'argent. Bien évidemment. Il le faut bien, on est bien d'accord. Bien évidemment, une entreprise a vocation à devenir rentable et à gagner de l'argent. Sinon, on ne se lancerait pas dans l'entrepreneuriat. Mais il faut avoir une part de citoyenneté et de vision pour le futur, pour l'environnement. Je vous poserai la question au même titre que vos collègues. Les difficultés que vous avez rencontrées à monter votre projet, surtout qu'il est, voilà, c'est un projet nouveau, c'est un domaine pas assez exploré, j'allais dire. Alors, pour ma part, la principale difficulté, puisque je suis également dans ce qu'on appelle les retours de l'immigration, ça a été de faire valider mon diplôme, parce qu'il fallait avoir une transcription par rapport au droit algérien. Donc c'est cette partie-là qui m'a pris beaucoup de temps. Sinon, pour être sincère, une fois que j'ai déposé mon dossier à l'ANSEJ et les étapes qu'on suivit, ça s'est vraiment fait très rapidement. Très bien. J'ai eu l'espace de 3 mois avant d'avoir le OK final et d'avoir le projet, enfin le crédit débloqué à la banque. Donc ils ont vraiment simplifié les démarches administratives. Très bien. Monsieur Bouhelel, vous vouliez intervenir brièvement, parce que là on n'a plus beaucoup de temps, allez-y. C'est de parler aussi des résultats positifs et de parler des points négatifs aussi. Oui, brièvement, monsieur Bouhelel. Brièvement, donc les ministres de la République au cours de ce salon ont pu voir toute la compétence qu'il y a, et surtout profiter de ce salon aussi, de dire qu'il y a des entreprises qui sont en difficulté. On ne doit pas les oublier. Ces entreprises-là souffrent d'une concurrence déloyale. Vous parlez de concurrence déloyale, j'en ai souffert. Un centre de profit, ça coûte 10 millions de dinars. Et il y a des autres qui investissent sur des équipements non conformes, qui ne sont pas déclarés, etc. Donc, c'était l'occasion peut-être de recadrer tout ça. Quand on parle d'environnement, l'Algérie a pris un engagement à la COP23, ça fait quelques mois, de réduction de pollution à hauteur de 7% à environ 2030 avec des investissements locaux et de 22% à travers des financements étrangers. Aujourd'hui, Madame la ministre, qui est déjà venue, et le salon coïncidait avec le salon de l'environnement, le premier salon international de l'environnement, a mesuré tout le potentiel en termes d'installation de panneaux photovoltaïques, de ramassage, recyclage et revalorisation des déchets. Et on parle de milliers et de milliers d'entreprises qu'on peut mettre en place au service de notre pays. Encore une fois, il y a tous les dispositifs. Les entreprises publics et donneurs d'ordre parfois ne jouent pas le jeu parce qu'ils ne fournissent pas les fameux 20% de parts de marché pour les entreprises. Mais sachez qu'ils ne doivent pas avoir peur de ces jeunes. Au contraire, profiter de leurs compétences, que ce soit retour d'immigration, naissance ici et retour de là-bas, ou dans tous les domaines, informatique, services et production, qu'on est là tous pour servir notre pays. Merci beaucoup en tout cas messieurs d'avoir fait le déplacement ce vendredi. Moi je vais vous parler de mes chiffres à moi. Alors il me reste moins de 30 minutes pour l'émission. J'ai encore 2 plateaux. Ah, ça va, je suis fiscaliste aussi quelque part. Merci en tout cas d'avoir été parmi nous. Bon courage à vous, bonne continuation. Je vous retrouve donc juste après ce sujet. Il est question d'Enfance Heureuse et une association à Gherdaya qui s'intéresse à la lecture chez l'enfant. Avant de retrouver mon invité, Madame Radilila, qui est responsable à Unipresse. À tout de suite. Promouvoir, encourager et intéresser les enfants quant à la passion de la lecture et du livre, notamment durant la période des vacances. Tel est l'objectif de l'association Enfance Heureuse de la wilaya de Gherdaya qui a organisé un colloque international sur le livre pour enfants afin de développer l'amour de la lecture dès le jeune âge. Ce colloque vise à développer la lecture et met également en valeur la relation qui existe entre le livre et la réussite scolaire.
Nous voulons, à travers cette rencontre, sensibiliser les parents sur l'importance de mettre les enfants en contact avec les livres dès le jeune âge afin de développer chez eux la créativité et l'amour de la lecture. Nous aspirons aussi à ce que chaque enfant crée sa propre bibliothèque. Dans sa 5e édition, cette rencontre aura connu la participation de 9 pays et 10 associations œuvrant à développer la passion de la lecture chez l'enfant, et ce, en sensibilisant les parents sur l'importance de mettre les enfants en contact avec les livres dès leur jeune âge. Nous avons préparé une édition qui s'intitule « Les méthodes d'apprentissage de la lecture chez les enfants de la maternelle jusqu'à l'âge de 10 ans ». Dans ces éditions, nous retrouvons aussi des méthodes qui aideront les enseignants à bien l'enseigner aux enfants. Plusieurs activités culturelles, notamment des présentations théâtrales, des séances de dessin, de badigeonnage et de coloriage ont été programmées. Un bibliobus sillonnera aussi les communes de la wilaya afin de mettre le livre à la disposition des plus jeunes. Nous célébrons le 2 avril de chaque année la journée internationale du livre pour enfants, une occasion pour nous donc de parler de la CLGA, le club de lecture Jeunesse Algérie, et c'est en collaboration avec son premier partenaire Unipresse que le lancement a été effectué le 23 donc de ce mois. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le directeur général d'Unipresse, monsieur Guitoun Nordine. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes accompagné d'une responsable aussi donc à Unipresse, Madame Radilila. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc vous êtes aussi responsable au sein d'Unipresse. Alors Unipresse, on va peut-être commencer par expliquer ce que c'est que Unipresse. Monsieur Guitoun. Juste une petite précision. Donc je suis le directeur d'Unipresse Algérie et je suis le directeur général de la société SICODP, société de diffusion de journaux et de presse en général. Très bien. Voilà. Et donc, Unipresse, brièvement, c'est quoi exactement? Unipresse, c'est une société étrangère, donc française, qui a pour but la diffusion de périodiques pour enfants. Donc, nous sommes le collaborateur d'Unipresse France en Algérie pour la diffusion de tous ces titres pour enfants de 0 à 18 ans. À 18 ans, très bien. Je salue au passage Madame Bournel, initiatrice du projet, donc, qui n'a malheureusement pas pu être avec nous aujourd'hui, l'initiatrice du projet, donc le club de lecture Jeunesse Algérie. Je la salue. Madame Radi, avant, j'aimerais revenir sur votre collaboration. Alors, une première, vous avez été choisie pour justement commencer avec le club de lecture Jeunesse. Parlez-nous un petit peu de cette collaboration. Comment ça s'est fait? Alors, comment ça s'est fait? Tout d'abord, l'école Art et Détente est l'une de nos clientes. Donc, elle est déjà abonnée chez nous et nous a choisi pour ce projet parce que tous les deux, nous avons pour but de promouvoir la lecture auprès des enfants. Donc, ce qu'a voulu faire l'école, c'est de créer ce club de lecture pour donner envie aux enfants, aux tout petits, parce qu'on sait que ça devient de plus en plus difficile de motiver les enfants pour les livres avec toutes les technologies qu'il y a autour. Donc, le club a pour objectif d'initier, de promouvoir, de donner l'envie aux enfants de lire d'une façon, c'est-à-dire, on sait très bien que si on achète un livre pour son enfant et qu'on va lui donner à la maison pour lire dans son coin, c'est pas très motivant. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est de créer un club où les enfants vont venir prendre, on a choisi pour chaque mois un titre. Et tous les enfants, tous les adhérents vont venir prendre ce même titre. Ils auront un mois pour le lire. Et à la fin du mois, on va tous se réunir avec nous. Il y aura des conteurs, il y aura d'autres activités en parallèle pour parler justement du livre. Chaque enfant il y aura un débat, chaque enfant va raconter ce qu'il a compris de l'histoire, etc. Il y aura des concours de lecture, etc. Justement, plusieurs activités, on reviendra en parler tout à l'heure. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ce club de lecture jeunesse s'articule autour de 4 catégories, notamment. J'aimerais que vous nous les citiez, vous, ou alors monsieur Gaillou. Oui. Alors, il y a 4 catégories. Il y a la catégorie des jeunes lecteurs. C'est le cycle primaire, ça va de 6 ans jusqu'à 10 ans. Après, il y a la catégorie des ados lecteurs. C'est entre collège et lycée, c'est à partir de 11 à 16 ans.
Il y a la catégorie des parents lecteurs, c'est pour les tout petits, ça commence de 18 mois jusqu'à 5 ans. C'est ce qu'on appelle les lectures accompagnées. Voilà, c'est les lectures accompagnées parce qu'on sait qu'à cet âge-là, l'enfant, même s'il sait prendre un livre, mais il ne sait pas encore lire, donc là, ça sera aux parents d'accompagner les enfants. Et on a le club Les Fans de bande dessinée parce qu'on sait très bien que chez les jeunes, ça marche très bien les bandes dessinées. Donc voilà, donc on a pensé à créer ces 4 catégories autour du club. Monsieur Guénoud, vous avez accueilli, j'imagine, le projet avec grand enthousiasme puisque vous avez accepté d'y participer et d'être les premiers partenaires de ce club de lecture. Parlez-nous un petit peu de votre... Voilà, comment vous avez perçu l'idée? Vous qui baignez, j'imagine, toute votre carrière dans le monde des livres et des éditions. Ce n'est pas une idée, c'est une vocation. Notre société avait pour but justement de la promotion de la lecture. Et nous avons depuis une vingtaine d'années essayé d'apporter notre savoir en essayant d'amener la lecture au niveau des écoles. Malheureusement, si je dois le dire, au niveau des écoles publiques, on n'a pas beaucoup le choix. Par contre, nous avons essayé de percer par le biais des écoles privées. Et nous avons une sorte de Facebook qui nous permet donc de toucher une autre part de population, qui nous a permis aussi d'être intéressants et intéressés. Et aujourd'hui, notre rôle premier, c'est essayer d'amener les enfants à lire. Parce que nous avons constaté qu'aujourd'hui, les enfants ne lisent plus. Ils ont soit la tablette, soit les smartphones. Et vous le savez très bien que ça peut perturber, surtout au niveau de la petite enfance. Nous avons des revues qui s'adressent même un peu moins à partir de 9 mois. Même si Madame Maradi a expliqué, même si les enfants ne savent pas lire, nous incitons les mamans à faire leur lire. Inculquer cette culture. Il y a des couleurs, il y a des chiffres, il y a des lettres, ça leur permet. Et nous avons voulu, par notre rapport, essayer d'amener cette gestuelle. Amener l'enfant à toucher le livre. C'est ce qui manque aujourd'hui et nous constatons malheureusement les gens, enfin plutôt les enfants n'arrivent plus à lire ou ne lisent plus du tout. Et alors qu'on dit qu'un enfant qui lit, c'est un enfant qui pense, c'est ça? Un enfant qui pense. Voilà. Donc, et moi j'ai une formule quand certaines mamans sont en face de moi, je leur demande: est-ce que vous voulez que votre enfant soit le plus beau ou le plus intelligent? Donc malheureusement aujourd'hui, c'est notre rôle d'essayer d'amener ce plus et d'amener les mamans à être beaucoup plus à l'aise. Absolument, parce que ça manque. C'est très, très important. Et nous avons constaté aujourd'hui aussi dans les écoles, peu de bibliothèques existent. Donc nous essayons, nous... C'est peut-être, voilà, en voyant le manque d'intérêt que l'enfant a, que vient ce manque de, peut-être de pas assez de ce n'est pas le manque d'intérêt, c'est que les parents ne sont pas encore conscients. Au lieu de mettre des jouets, ils devraient mettre entre leurs mains des livres ou des revues. Parce que nous avons aussi toute une gamme de revues qui s'adressent de 0 jusqu'à 18 ans. Et vous avez à ce moment-là, si vous mettez entre les mains de votre enfant, à partir d'une année, vous êtes sûr que votre enfant est sauvé. Plusieurs activités en marge, bien sûr, de ce club de lecture, notamment tout le mois. Alors, concours et quiz, ateliers, il y a plusieurs je veux dire, activités. Allez-y, parlez-nous, essayez de développer. C'est ce qu'on a prévu de faire. Bon, l'ouverture, ça a été pour le 23 mars. On a commencé avec un atelier de marionnettes pour détendre un peu les enfants, pour que les enfants n'aient pas l'air que c'est un truc trop sérieux, qu'on va leur obliger pour se familiariser avec l'endroit, etc. Après, nous avons prévu pour chaque mois faire un spectacle en parallèle. Ça pourrait être des rencontres avec les auteurs, parce que nous sommes le premier partenaire, mais l'école aimerait bien aussi avoir d'autres partenaires locaux pour pouvoir justement que les enfants puissent avoir une rencontre avec les illustrateurs. Il y a un manque terrible quand même, il y a une absence terrible aussi de part des, il faut le dire, des maisons d'édition. Exactement. Il faut souligner notre émission aussi. Bon, quelque part, on lance un appel, c'est l'occasion. Bien sûr. On lance un appel pour qu'il y ait des partenaires davantage, pour qu'ils s'intéressent à ces initiatives-là. Parce que au début, nous avons voulu créer ce club pas seulement pour la lecture française, c'était prévu pour que ça soit de la lecture française, d'autres langues, anglais et en arabe. Voilà, on en a besoin. Et malheureusement, l'école a eu beaucoup de mal à joindre
les éditeurs locaux pour créer un partenariat. Donc ça serait vraiment bien s'il y aurait aussi d'autres maisons d'édition locales qui pourraient participer aussi pour que les enfants puissent avoir aussi le choix. Vous êtes d'accord avec moi, Monsieur Guenoun, que c'est une opportunité aussi pour ces maisons d'édition. Exactement, ça pourrait être rentable. Ça pourrait être, bien sûr. Comme on dit, c'est à double, voilà, je ne sais plus comment on le dit, mais je veux dire, les deux seront bénéfiques. Ça sera bénéfique pour les deux. Oui, voilà. bien sûr. Les deux pourront trouver leur compte. Voilà. On parle de la promotion, mais comme Mme Radi l'a dit, il y a un manque au niveau de la langue arabe. La langue tamazight qui n'existe pas, par exemple, pour enfants. On reste toujours sur l'enfant. Malheureusement, il n'y a que le livre français ou la revue française. Mais il n'y a pas, dans le domaine pédagogique, des petits livres pour enfants, soit en tamazight, soit en arabe. Donc, c'est déplorable. Comment adhérer ? Alors, comment adhérer? Qui peut adhérer? Comment adhérer? Tous les enfants peuvent adhérer. L'adhésion se fait au niveau de l'école. L'adhésion, c'est à Bebersen. D'accord. Et vous êtes aussi sur Facebook. Enfin, le club jeunesse est sur Facebook. Il est sur Facebook. Il y a pour faire l'inscription. Il y a tous les détails pour faire l'inscription. Donc, les parents peuvent déjà remplir un formulaire de pré-inscription sur la page Facebook. La page, c'est Club Lecture Algérie. Et après, se diriger à l'école, vers l'école. Elle se trouve au centre-ville de Bebersen. C'est très facile à trouver. Il y a un numéro de téléphone aussi où on peut éventuellement... Oui, sur la page Facebook, il y a toutes les coordonnées. Il y a toutes les informations, il y a le mail, le numéro de téléphone, etc. Après, voilà, l'adhésion peut se faire au niveau de l'école et ça peut se faire tout au long de l'année. C'est-à-dire, même si c'est une adhésion d'une année, ça ne veut pas dire que, voilà, on a commencé le 23 mars, que ceux qui n'ont pas pu l'opportunité de s'abonner le 23 mars... C'est pour dire que vous ouvrez réellement les portes. Exactement, que vous ne fermez pas ces portes, que c'est pas, je veux dire, restreint, que les places ne sont pas limitées. Vous êtes là, vous ouvrez, vous tendez la main bien sûr, pour que les parents puissent s'intéresser. Franchement, c'est j'allais dire, une démarche louable. C'est excellent que vous-même, autant que Unipresse, puisse tendre la main, puissiez donc tendre la main à ce genre de démarche. Bravo à vous. Merci aussi au nom de tous les parents parce que c'est très très important. Je vois que vous êtes venus avec beaucoup de livres pour enfants. On pourrait éventuellement et brièvement passer en revue les plus, j'allais dire... ce qu'on a choisi justement, ce qu'on a choisi pour le club. Nous avons par exemple la collection Moi je lis tout seul. Je ne sais pas si on peut... Voilà, on peut regarder. Moi je lis tout seul. Alors c'est vraiment, c'est pour les débutants. Voilà, c'est pour les débutants. C'est des livres où le livre commence par présenter les personnages, par présenter le lieu où se passe l'histoire. Après, voilà, on voit bien que il y a vraiment des petites phrases, c'est super bien illustré. Et à la fin, nous avons même des petites questions de compréhension des jeux et des questions de compréhension, voilà, qui permettent aux enfants de voir s'ils ont bien compris. Et c'est aussi, par exemple, autour de ça qu'on peut faire le débat à la fin du mois, que chaque enfant va répondre aux questions et va donner son avis. Nous avons aussi ce genre de roman de type aventure. Nous avons que les enfants aiment tout ce qui est pirate, tout ce qui est aventure, imagination. Comme le disait Monsieur Guenoun tout à l'heure, au lieu d'acheter des jouets, voilà. Exactement, bien sûr. On reste dans ce monde d'enfants, mais voilà. Nous avons les Martines, les incontournables Martines que tout le monde connaît. Martine. Donc voilà, c'est toute une collection de livres qui sont bien illustrés et bien faits. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Désolée, nous ne disposons plus de beaucoup de temps. Monsieur Guenoun, merci beaucoup. C'était un plaisir de vous recevoir ainsi que Madame Radi. Je remercie encore Madame Bournan qui nous a permis d'ouvrir le débat sur ce sujet très très important. Je la salue. J'espère qu'elle sera avec nous dans de prochains numéros. Je vous retrouve donc. On va continuer à parler d'enfants, mais cette fois pour parler de cette journée internationale de sensibilisation sur l'autisme avec des invités juste après ceci. Avec l'équithérapie, le cheval est devenu l'allié précieux de certains thérapeutes pour soigner des troubles psychologiques. Nous sommes allés à la rencontre des jeunes autistes au parc zoologique de Benankle. Les membres de l'association sportive équestre voudraient faire reconnaître les vertus thérapeutiques de l'équithérapie. Des patients sont accueillis chaque année sur cette aire, aux côtés des chevaux, pour être suivis 2 ans durant. Cette période peut paraître longue, mais elle est rendue nécessaire par leur état. Les séances aux côtés des chevaux font beaucoup de bien.
C'est une initiative pilote en Algérie, expérience unique, une modeste expérience en fait, réalisée avec l'aide des parents d'enfants en difficulté, en particulier les enfants autistes, parce qu'en fait, en réalité, c'est les parents de ces enfants qui nous ont aidés à aménager cet espace pour les activités de thérapie avec le cheval pour leurs enfants. En fait, autant que professionnels, on est un peu plus pessimiste que les parents, mais c'est les parents qui nous ramènent en fait leur témoignage au quotidien. Ils sont très satisfaits. Ils sont très satisfaits parce que en fait, les enfants se libèrent ici. Il y a la forêt, il y a le cheval, il y a la terre, c'est l'endroit magique. Cet enfant ne communique pas par les mots. Il n'a pas d'amis. Il est autiste. Il participe cependant avec bonheur à ses séances hebdomadaires, ce qui rompt son isolement. Et c'est le but recherché. Ils sont trop apaisés, retrouver confiance en lui-même et fait même preuve d'autonomie. Même si ses mains sont encore crispées, il n'y a plus de colère, ni d'automutilation. Il ne fait qu'un avec le cheval. Je tiens absolument à témoigner par rapport à l'évolution positive depuis que je constate quotidiennement. Et surtout les journées où mon fils est, où mon fils pratique l'équitation, enfin l'équithérapie, voilà. Très bien. Je le sens épanoui, je le sens prêt à progresser, prêt à donner le meilleur de lui-même. Vous sentez une évolution? Absolument, oui. C'est une évolution qui est perceptible, qui est effective et qui est réjouissante et optimiste par rapport à l'avenir. J'ai senti un très grand changement par rapport au premier jour. Actuellement, il obéit mieux aux ordres et il fait les tâches qu'on lui fixe. Même au niveau, que ce soit des écuries, au niveau du vent, quand on le fait monter à cheval, il fait tous les exercices qu'on lui donne. L'équithérapie est un soin psychique basé sur la présence d'un cheval comme médiateur thérapeutique. Stress, manque de confiance en soi, événements difficiles à surmonter. L'équithérapie pourra peut-être vous soulager et ne ressemble en rien aux séances d'équitation classiques. Cette thérapie particulière demeure encore, malheureusement, méconnue. Voilà, donc un sujet fait par Sofiane Hamoudi pour l'émission Santé Mag sur l'équithérapie pour donc enfants autistes et en difficultés différentes. On va parler, donc je voulais annoncer en début d'émission de ce centre qui s'appelle donc WAI, le centre pour enfants différents spécialisé dans la prise en charge multidisciplinaire des enfants autistes et en difficulté. La directrice et quelques membres donc de ce centre nous font le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. La directrice donc Hanan Wail, vous êtes psycho-orthophoniste et directrice du centre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes aux côtés de Wail, donc Amel, assistante en psychiatrie. Merci d'être avec nous. Avec vous donc Acheb Kenza, orthophoniste. Marhaba bik, et Montouri Tinhinen, psycho-motricienne. Voilà. Mesdames, merci beaucoup. Vous êtes aujourd'hui le miroir donc du centre Wail. Avec vous, on va parler de la création, Madame Hanan Wail. Alors, dites-moi, c'est un centre qui existe depuis combien de temps? Il existe depuis 2014. Donc, l'idée m'est venue après avoir passé déjà par 3 ans à titre cabillaire. Donc, j'étais cabillaire pendant 3 ans. D'accord. Dans le cabinet, on avait beaucoup de difficultés afin de pouvoir collecter des informations au sein des autres professionnels, les psychologues, le médecin traitant, le psychomotricienne. Donc, par rapport à la distance, par rapport à la non-disponibilité tout le temps pour pouvoir avoir les bilans des enfants
enfants. Donc on n'a pas là, pu, vous avez, en tant qu'orthophoniste, j'ai pas pu à chaque fois réadapter le protocole thérapeutique de l'enfant parce que j'ai besoin de l'avis de chacun. Et aussi par rapport à la souffrance des parents, les parents avaient beaucoup de difficultés pour trouver les différents spécialistes afin de faire une prise en charge multidisciplinaire des enfants. Donc on s'est dit qu'on va se regrouper, moi et d'autres professionnels, voilà, dans une institution pour faciliter la tâche aux parents et aussi pour avoir tout le temps les informations ensemble. Et j'imagine, voilà, pouvoir faire votre travail convenablement et comme vous le souhaitez. Exactement. Alors justement, en parlant de cette institution, Manel Boutouaba l'a visitée pour nous. Elle est venue donc au centre Waïl. Elle nous est revenue avec ce reportage. Oui. Aujourd'hui, pour Abdelhaq, c'est le rendez-vous hebdomadaire avec sa psychologue. Il est suivi pour ses troubles du spectre autistique. Pris en charge rapidement, il est aujourd'hui en 3e année primaire avec une moyenne de 9,90. Mais il doit encore travailler sur ses difficultés cognitives et d'intégration. Et ce n'est pas de tout repos. Perturbé par notre caméra, Abdelhaq devient violent. Attention, bêtise Abdelhaq. On essaye de trouver des solutions et de lui donner des outils pour surmonter ces difficultés qui l'empêchent de suivre en classe. Avec ces outils, on l'aide à se concentrer, à prêter attention à ce qu'on lui dit. Il utilisera ses prérequis et puisera dans ses connaissances. Les troubles du comportement font partie des principaux symptômes de l'autisme, avec les troubles de la communication et un caractère restreint et répétitif. La perception de l'enfant est altérée dès le début de la vie. Il est incapable d'échanger ou de décrypter les codes sociaux ou affectifs. Avec une équipe pluridisciplinaire composée de 5 orthophonistes, un psychiatre, une psychologue, 3 éducatrices spécialisées, une psychomotricienne et une responsable de l'hygiène, le centre aide les enfants à comprendre le monde qui les entoure. Aya et Wassim, 4 ans, apprennent le triage. Une activité de concentration où la motricité fine joue un grand rôle. Ces automatismes, ces enfants-là admis depuis 2 mois seulement, ne les ont pas encore acquis. Pour Nedia, leur éducatrice, le plus dur est d'attirer leur attention. Premièrement, il y a les nouvelles. Elle a le trouble de communication. Quelles sont par exemple les lacunes d'Elra? Ce qui est le plus compliqué? La stabilité. D'accord. La stabilité. Elle ne tient pas assise à la chaise. Le regard taha. Voilà. D'accord. Donc la difficulté, c'est justement d'établir le contact. Oui, visuel, exactement. Le but est de construire progressivement ce qui n'a pas été acquis naturellement. Dans ce centre, l'on apprend le calcul, les formes, les couleurs, les lettres, et en parallèle, à souffler, à désigner du doigt, à ramasser les objets, répondre à une consigne, mais avant tout, à être autonome. Abdelrahman, 4 ans, souffre d'un retard de développement psychomoteur. Il apprend aujourd'hui à sauter avec son éducatrice. Non, bonjour. Donc il est admis à notre institution il y a à peine 1 mois. Donc on a commencé l'évaluation sur tous les plans, que ce soit sur le plan psychomoteur où il n'y a pas assez d'acquisition concernant l'équilibre, le passage des gestes, la motricité fine, tenir la cuillère, tenir un stylo, et aussi toutes les capacités intellectuelles. On a beaucoup de lacunes qu'on essaie d'évaluer et corriger avec l'enfant. Note. L'enfant est stimulé à différents stades de son développement dans ses échanges avec les autres. L'objectif est d'apprendre à vivre en groupe pour mieux vivre en société. Ici, on ne juge pas, on développe. L'on se focalise sur les atouts de l'enfant et on améliore en parallèle ses déficiences. Les parents sont naturellement impliqués dans ce processus pour instaurer une continuité à la maison. Les parents, on les reçoit 2 fois par semaine déjà. On rend à chaque fin de semaine un flash disque aux parents qui contient toutes les vidéos des enfants, tout le travail de l'enfant, et ils vont l'observer durant le week-end et ils vont continuer le travail. Le centre Waïl pour enfants différents, c'est avant tout le projet d'une vie de 2 sœurs, Amel et Hanan Waïl. L'une est psychiatre, l'autre orthophoniste. Leur leitmotiv, offrir aux enfants atteints de troubles du spectre autistique une structure unique pour une prise en charge globale.
Vu que la prise en charge de ces enfants prend beaucoup de temps, on a besoin de beaucoup d'heures de prise en charge dans la semaine elle-même. Ça peut aller jusqu'à 42 heures de prise en charge. On a décidé de créer une institution là où on peut trouver tout l'effectif, tous les personnels de différentes spécialités. En ce qui concerne les méthodes, généralement c'est des protocoles étudiés. C'est comme le Chopler, la BA, le PEC, c'est des protocoles étudiés adaptés pour les enfants autistes. Selon la classification mondiale des maladies de l'OMS, l'autisme est un trouble envahissant du développement qui affecte les fonctions cérébrales. Il n'est plus considéré comme une affection psychologique ou une maladie psychiatrique. Ce trouble apparaît avant l'âge de 3 ans. Selon les spécialistes, avec un dépistage précoce et une prise en charge adéquate, l'enfant pourra avoir une scolarité et une vie quasi normale plus tard et devenir un membre actif et productif dans la société. Voilà, donc pour vous, Dr Wael Amel, vous êtes assistante en psychiatrie. Quel est votre rôle? On vous a vu omniprésente avec les enfants. Quel est votre rôle exactement au sein du centre? Le rôle peut prendre plusieurs tâches. Vous intervenez au début? D'abord dans une consultation afin de faire le diagnostic pour les enfants qui ne sont pas diagnostiqués, ou pour les enfants qui sont déjà diagnostiqués, on fait une évaluation actuelle et aussi on fait un projet thérapeutique afin d'évaluer les capacités et le projet qu'on peut adapter de façon personnelle aux enfants. On fait aussi tout ce qui est accompagnement de la famille par le biais des thérapies de couple, parce qu'en réellement on a quelques difficultés de responsabiliser les deux parents dans la prise en charge ou dans l'accompagnement des enfants en difficulté. Et aussi on a la thérapie familiale et on a un espace de groupe où on peut informer les parents ainsi que le personnel. Très bien. Madame Kenza Hacheb, donc vous êtes orthophoniste, oui. Et vous travaillez bien sûr au centre Wael. Parlez-nous un petit peu de votre rôle. Le rôle de l'orthophoniste, ce n'est pas les troubles du langage, de la voix, de la surdité et tout, et ainsi de suite. Le rôle de l'orthophoniste aussi, c'est les stimulations cognitives. Ce qui veut dire la prise en charge multidisciplinaire des fonctions cognitives comme le schéma corporel chez l'enfant autiste, le pointage, le contact visuel, tout ce qui est. Et vous travaillez beaucoup plus avec qui de ces dames? Vous êtes en collaboration beaucoup plus avec qui? Madame, avec Wael Amel. Non, Wael Hanan. Voilà, donc vous travaillez en collaboration étroite. Madame Montouri, donc Mansouri plutôt, Tininen, vous êtes psychomotricienne. Votre rôle consiste en quoi? Votre mission première au centre Wael, elle est... Donc, vous intervenez avant, après, pendant... Comment ça se passe exactement? C'est pendant. D'accord. Alors, avant de parler sur mon rôle en tant que psychomotricienne, il faut d'abord savoir la définition de la psychomotricité. Alors, la psychomotricité est une fonction de l'être humain depuis sa naissance qui intègre le psychisme et la motricité afin de s'adapter à son environnement. On va donner un simple exemple sur un bébé qui veut être porté par la maman. Elle va lever ses mains et bouger ses pieds pour lui transmettre le message que maman finit. Alors, mon rôle, en termes communs, c'est le réflexe, c'est ça? Voilà. Alors, mon rôle en tant que psychomotricienne, c'est aider la personne de maîtriser son corps. Très bien. Donc là, c'est très clair. Et vous avez bien fait par commencer par la définition, comme ça, on sait exactement quelle est la psychomotricité, qui est généralement, dans notre langage commun, c'est un peu le réflexe. Avoir le réflexe, certains réflexes que quelques enfants ont et que d'autres n'ont pas. Vous êtes là justement pour aider l'enfant à acquérir ces réflexes. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir été parmi nous. J'espère qu'on aura fait le tour, surtout après le sujet que nous a préparé donc Manel Boutouaba. Un mot de fin, peut-être par rapport aux difficultés, ou alors un appel à lancer, ou ce que vous voulez. Allez-y. Moi, je dirais, je lancerai un appel pour les parents. Quand on a des suspicions d'une difficulté ou d'une différence de notre enfant, il faut consulter. Vaut mieux avoir un diagnostic précoce afin d'aider l'enfant que tardif et avoir des prises en charge qui n'auront pas les meilleurs résultats. Très bien, donc il faut
consulter dès qu'on voit que voilà, il y a un enfant, notre enfant présente des symptômes plus ou moins différents que d'autres enfants. Madame Maouil Hanan, pour moi, je dirais que la prise en charge d'un enfant autiste ou d'un enfant qui présente une autre difficulté ne dépend pas d'un seul professionnel. Ce n'est pas seulement l'orthophoniste qui agit, mais on a besoin de tout un groupe multidisciplinaire qui aide l'enfant. C'est pour cela que voilà, j'avais posé la question à vos spécialistes. Est-ce qu'elles travaillent en collaboration Justement, avec vous? Ça veut dire que c'est un personnel qui agit en même temps. Donc je demande aux parents, lorsqu'on a un enfant qui est en difficulté, il faut chercher l'endroit où on trouve tous les spécialistes qui peuvent aider. Comme le centre Wai. Allez, je vais faire un petit Il y en a beaucoup, mais chez nous, il n'y a pas de souci. Il y en a plein quand même. Hein. Oui, ben voilà, mais en plus, maintenant, voilà, le but même de la présentation de ce centre, c'est que on sait qu'il y a des spécialistes, les parents qui nous regardent, chaque spécialiste donc a une mission, c'est pour ça que je vous ai posé la question, et voilà, s'en tient à sa mission pour éventuellement l'accomplir à l'akmal wajh, comme on dit en arabe. Madame Hachem, un dernier mot? Bon, mon dernier mot s'adresse aux parents et aux professionnels. S'il vous plaît, soyez patients avec les enfants autistes et en difficulté en général. Mais vous le faites, vous êtes patiente de par votre métier, ce qui est normal. Mais j'imagine que si vous n'avez pas la participation des parents et de l'entourage, ça met en difficulté votre travail, c'est ça? Très bien. Notre psychomotricienne, Madame Soretini, un dernier mot. Alors, mon dernier mot, c'est pour les parents. Il faut prendre une prise en charge précoce pour les enfants qui m'arrêtent, Madame Aïl. Et encore, elle nécessite une équipe pluridisciplinaire. Il faut travailler en collaboration et peut-être voilà, vous professionnels, intervenir et travailler convenablement, ne pas vous interrompre, ne pas... Voilà, j'imagine que voilà, c'est j'allais dire, c'est cette hâte d'avoir un résultat qui fait que voilà, on est parents. Voilà, c'est un investissement. En tout cas, bravo pour l'initiative. Merci. Ce qui nous fait plaisir, c'est que vous êtes jeune, dynamique. Et voilà, l'appel est lancé à tous les parents. Donc les enfants ont des difficultés et qui peuvent donc inscrire leurs enfants au centre Wai. Vous trouverez donc l'adresse sur Facebook notamment. Très réactif au téléphone. Donc n'hésitez pas à vous faites visiter les locaux, vous faites... Oui, bien sûr. À l'inscription, les parents, ils ont le droit de pénétrer dans l'institution et visiter tout le centre, les différents coins de là où l'enfant travaille. Ça, c'est sûr, c'est pour rassurer les parents. Exactement, c'est pour ça que je l'ai dit. Merci encore une fois. Merci à vous de nous avoir suivis. Notre émission touche à sa fin. J'ai eu le plaisir de vous la préparer en collaboration avec le très perspicace Sidali Zitouni, Rafiq, donc Seloum était au scriptana, Khalifa Belaman à la réalisation. Merci à toute la régie 7. À très bientôt, donc à dimanche prochain. Inch'Allah, si tout va bien, 15h. Excellente semaine à tous et au revoir.